faut kiffer dans l'entraînement, mais si t'aimes pas ta diète, alors tu passes 70% de ton temps à manger, compliqué. Je fais pas les choses à moitié. C'est 250 € les 2 KT. À ça, tu rajoutes 85 € pour le TAN. T'as aussi 30 € du coup, un peu la licence, tu vois. Plus le voyage et tout. Je pense que t'as plus que 1000, peut-être même 2000, je pense, pour 3 compétitions. C'est un budget, hein. T'es là, tu manges le plus doucement possible, et pourtant t'es déjà quasiment à la fin, tu vois, et tu te dis putain, pourquoi je fais ça? Est-ce que toi, tu crois que c'est possible de faire une compétition vraiment purement nature entre naturels? Avant de commencer cet épisode, j'ai une grosse annonce à vous faire. Depuis que j'ai débuté le podcast, j'ai énormément de gens qui m'envoient des messages et qui me demandent des conseils pour démarrer leur propre podcast. J'ai aidé des amis créateurs à lancer leur podcast et maintenant je souhaiterais ouvrir ce service à vous qui écoutez potentiellement cet épisode. Donc si vous êtes coach, athlète ou juste créateur de contenu et que vous souhaitez démarrer votre podcast ou que vous avez déjà un podcast et que vous souhaitez le faire croître ou même le monétiser, j'ouvre mon service de consulting. Vous pouvez réserver dorénavant un appel gratuit avec moi de 15 minutes. C'est le premier lien en description. Il y a aussi une vidéo secrète que j'ai faite dans laquelle je donne mes 5 conseils pour créer un podcast qui se démarque de la concurrence. Ça aussi, c'est gratuit. C'est le premier lien en description. Que vous souhaitiez partager votre passion ou faire grossir votre business, j'ai hâte de vous aider à faire décoller votre podcast. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force, où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg et je suis avec Florian. Salut Florian, comment tu vas? Très bien, et toi? On est reçu dans ce magnifique hôtel, l'hôtel Tandem. On leur dit un grand merci de nous avoir permis de tourner ici. Et aujourd'hui, je suis très content de te recevoir, Florian, parce que c'est notre deuxième podcast, en vrai. On a fait un premier épisode, du coup, sur ton podcast à toi, Moi, ouais. qui est toujours en activité ou pas? Non, qui est plus en activité, par manque de temps principalement, mais qui va sans doute revenir l'année prochaine, j'aimerais bien. Ok, ça marche. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Flo, est-ce que tu peux te présenter succinctement, en 2-3 mots? Ouais, pas de souci. Bon, déjà, t'as fait une belle intro, je vais essayer de faire ça aussi bien. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, bon, alors je peux dire quoi? Florian, 27 ans. Principalement, je suis coach online, du coup, dans le. Alors, on va faire passer. Milieu principalement de la musculation, du bodybuilding. Donc, mon objectif, c'est d'accompagner les personnes dans un objectif de recomposition corporelle, sèche, prise de masse, compétition. Je fais aussi des vidéos, du coup, sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, TikTok moins, mais principalement YouTube et Instagram pour. Le but, en fait, rapidement, c'est de dire, ok, le contenu que je fais, j'aurais aimé l'avoir à mon âge, en fait, tu vois, quand j'ai commencé la musculation. Et pour perdre le moins de temps possible, aller droit au but. Voilà, mon objectif, aider un maximum de personnes, que ce soit en coaching ou via les réseaux, tout simplement. Super. Bah moi, je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que je voulais... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de bodybuilding naturel, puisque toi, tu es dans le bodybuilding naturel, on va en parler beaucoup pendant notre conversation. Et bon, on va dire que tu es assez qualifié pour en parler. Alors, c'est moi qui lui ai demandé de venir avec l'épreuve. Il en manque une. Il voulait pas flex, je vais essayer de te reposer ça bien sur la table. Il voulait pas flex, c'est moi qui lui ai demandé de ramener, de voir ce que ça fait une médaille, de gagner quelque chose, hein, parce que moi, c'est pas en force athlétique que je vais gagner un truc. Donc, tu reviens de ta tournée là, de 3 dernières compétitions, qui étaient tes 3 premières compétitions. C'est ça. Comment ça s'est passé déjà? Déjà, ça s'est très bien passé. Du coup, on parlera des titres après, mais c'était une bonne expérience. La première, c'était surtout pour me dire, ok, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, en fait, dans un premier temps, parce que c'est quand même, tu montes sur scène, je sais pas, moi, t'es tanné, t'es en slip, entre guillemets, tu vois, tu passes devant des gens, on te regarde, je suis sur les réseaux, du coup, je l'ai annoncé, t'as une attente quand même, tu vois, même si on ferait ça, je m'en fiche, mais t'as une attente quand même. Et me dire, ok, est-ce que ça me plaît ou pas? Et du coup, il y avait une deuxième qui s'enchaînait, et je me suis dit, bon, si la première, elle me plaît pas, j'ai pas le choix, la deuxième est déjà prête, tu vois. Au final, la première, c'était la
concrétisation du fait que, ok, j'aime ça. À la seconde, au moment où je suis monté sur scène, je me suis dit, ok, zéro stress, je suis chez moi, je suis sur ma terrasse en train de poser. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent plus ou moins. Ouais. Je suis en train de poser, je suis en train de faire le bilan à Lucas, du coup, faire mon coach, etc. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mon kiff. Arrivé sur la deuxième, là, c'était encore plus du kiff, surtout que là, j'ai fait 2 KT sur la deuxième. Donc, en fait, si tu veux, c'est 3e compétition, mais c'est je crois que c'est quasiment mon 6e passage sur scène. 6 passages sur scène en tout, tu vois. Donc, du coup, ça fait quand même une petite expérience déjà. Et la deuxième, elle a confirmé. La 3e, c'était l'Europe, tu vois. Donc on voit, il y a beaucoup de choses à j'allais dire unpack, mais bon, il y aura un peu de franglais, désolé pour les puristes de l'épisode. Mais sur lesquels je voudrais revenir. Ouais. Déjà, avant, ça fait combien de temps de musculation avant de faire ta première compétition ? Avant de faire ma première compétition, musculation, hein, je dis pas bodybuilding, vraiment musculation, en gros, si tu veux, c'est en tout 7 ans. Ouais, j'ai commencé vers 20 ans, 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Je sais jamais exactement, je sais juste que j'ai commencé du coup il y a 7 ans, en septembre, le premier mercredi de septembre, je me rappelle juste de ça. La date, je sais plus. Et vraiment bodybuilding, donc ce que j'appelle bodybuilding, c'est l'optimisation, tu vois, des pas, tu connais bien du coup des calories vraiment, même si je traquais, mais c'est vraiment, voilà, encore plus les calories, le sommeil, chercher à évoluer sur les exercices, pas juste les faire pour les faire, tu vois. Et du coup, avoir cette vision de se dire, ok, je sais que je mange pour être meilleur, je reviens pour être meilleur, etc. 3 ans et demi, on va dire, à peu près. Tu vois, donc en gros, voilà ce que j'estime à peu près, ouais. Donc 7 ans en tout, 3 ans et demi vraiment de bodybuilding, parlons, compétition, etc. Est-ce que le bodybuilding, ça a toujours été un objectif pour toi quand tu as commencé la muscu ou pas du tout ? Ouais, parce que la musculation, ça n'a jamais été dans ma tête en mode, tu vois, j'y vais juste comme ça. Il y a toujours eu une envie de... Je fais pas les choses à moitié, tu vois. Je vais à la salle, je paye mon abonnement, je fais gaffe à ce que je mange, je m'entraîne dur. Il y avait toujours un objectif derrière d'évoluer, tu vois. Ouais, mais de monter sur scène, de la monter sur scène. Ah, vraiment monter sur scène. Parce que pour moi, bodybuilding, c'est vraiment monter sur scène, tu vois. Ok. Alors là, pour être sincère, non. Ouais. Ça n'a même pas vraiment été dans un coin de ma tête au début, mais de fil en aiguille, en suivant des personnes du coup un peu sur Instagram, en allant plus encore dans le bodybuilding, du coup c'est ce qu'on disait, là ouais ça c'est venu. C'est venu, mais c'est venu ça m'a effleuré l'esprit, et finalement ça s'est réellement concrétisé, je dirais, au bout il y a 2 ans à peu près. Ouais. À peu près, tu vois, donc la 5e année. Et du coup, tu t'inscris à ta première compétition, est-ce que tu y allais dans l'optique, donc tu l'as dit tout à l'heure de vérifier si ça te plaisait, mais est-ce que déjà dans l'optique tu te disais putain je veux gagner quelque chose ? Ou est-ce que tu disais non, j'y vais juste pour kiffer, voir ce que ça donne et pourquoi pas si jamais je gagne un truc, ok, mais cool. J'y vais juste plutôt pour me découvrir quoi. Non, moi j'y suis vraiment allé pour. Je me dis que je veux donner le maximum de moi-même et faire la meilleure place possible. Ouais, vraiment, ouais. Je suis assez conquérant, on va dire, enfin dans l'âme, j'aime bien. Compétiteur. Compétiteur, ouais, voilà, j'aime bien faire un maximum de ce que je peux faire, être vraiment content de ce que j'amène. Et du coup, ouais, c'était plutôt ça. Il n'y avait pas d'objectif de se dire, ok, en vrai, c'est podium ou rien, tu vois. Okay. C'est même première place ou rien, limite, tu vois. Mais, ouais. Okay. Est-ce qu'il y a un avantage ou un désavantage de commencer plutôt jeune la compétition en bodybuilding ? Parce que moi, je vois beaucoup, je vais faire beaucoup de parallèles à la force athlétique parce que c'est ce que je connais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette mentalité dans la force athlétique de dès que tu commences, surtout chez les plus jeunes, de se dire... Ouais, il n'y a pas peur de viser les plus grosses places, que ce soit le championnat de France ou même les Europes ou les championnats du monde. Est-ce que le bodybuilding, c'est un sport aussi où tu vois beaucoup de jeunes qui sont à fond et qui ont ce genre d'ambition un peu comme toi, hyper compétiteurs, ou au contraire, c'est un sport aussi à maturité tardive et c'est souvent ceux qui ont les plus âgés qui ont du coup plus de temps pour faire du muscle, apporter le meilleur physique et qui ont les plus de chances de gagner, tu vois. C'est une question intéressante pour moi. Il n'y a pas de dichotomie d'âge, je pense, dans les compétitions de bodybuilding. Par contre, je crois que là, normalement, toutes les compétitions, c'est avant 18 ans, tu peux pas, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Il me semble. Mais après, à partir du moment où tu as 18 ans, tu peux être avec des mecs de 40 piges, comme avec des... Normalement, non. Normalement, il y a quand même, normalement, il y a quand même une caté de junior. Généralement, c'est 18 à 24. Okay. Mais potentiellement, le junior peut aller en ce qu'on appelle open. C'est pas du coup open comme... genre, il peut y avoir des chargés, c'est open. Tu mélanges tout le monde, tous les naturels, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu peux y aller. Et certes, tu peux faire plus de muscles quand tu es plus âgé parce que tu as peut-être plus le temps, et encore non. Mais si tu as commencé comme on voit certainement, 13-14 ans, ça te fait 4 ans à vraiment à fond avec tout ce qu'on a maintenant sur les réseaux. Donc, que ce soit les vidéos, le potentiellement coaching, parce que ça s'est vachement démocratisé. Et même les salles qu'on a maintenant, quoi, tu vois. Ouais. Tu as du bon matos. Plus tu commences jeune, plus tu fais de l'expérience. Du coup, ça veut dire aussi sur le posing, sur l'aisance, sur vraiment ce que regardent les juges,
comment un peu les séduire aussi, parce qu'au final, c'est un peu ça, tu vois. Je pense plus vite tu seras meilleur. Et après, certes, c'est sûr, tu peux faire du muscle, mais vu que c'est un sport qui prend beaucoup de temps, plus tu deviens âgé, plus tu as potentiellement un travail, parce que tout le monde ne sait pas son travail d'être bodybuilder, une famille, et du coup, un peu moins de temps, ça prend énormément de temps, tu vois. Donc voilà, il y a tout ça. Pour continuer là-dessus, sur le fait que tu dises ça prend du temps, etc. Donc c'est quoi un peu les sacrifices que toi tu as dû faire au quotidien pendant cette prépa? Les sacrifices principaux, c'était bien sûr accepter la faim, tu vois, c'est quand même un gros sacrifice de se dire ouais, je peux pas manger plus que ce que j'aimerais. Accepter le fait de se dire ok, pas forcément faim, mais juste arriver à la fin de son assiette et se dire oh ouais, putain, mon ventre il me fait clairement comprendre que attends, t'as déjà fini là, tu vois. C'est un premier sacrifice. Les déplacements aussi, potentiellement, parce que tu vois, c'est vite fatigant, t'as moins de calories, du coup t'es moins apte à même ne serait-ce que faire aller voir la famille, genre c'est peut-être que 4 heures de route aller-retour. 4 heures de route dans une journée, quand t'as pas beaucoup de calories, c'est fatigant, tu vois. Sachant que eux mangent un peu ce qu'ils veulent. Donc t'es là à regarder, ça te modifie un peu ton quotidien et dès que t'as une journée qui ressemble pas à une autre, quand t'as peu de calories, t'as directement plus vite faim. Et des fois c'est un peu difficile à gérer, tu vois. Donc les sacrifices principaux c'est ça, et puis il y a même, dans la vie en général, tu vois, tu peux pas aller n'importe où, tu peux pas manger tout ce que tu veux, tu peux pas te dire, tu dois aller plus ou moins quand même t'entraîner parce que sinon tu peux te dire, moi je préfère me dire ok, je mets toutes les chances de mon côté, même si j'ai pas envie d'aller m'entraîner, je vais m'entraîner, parce que potentiellement le mec qui va finir premier, lui il a fait cet entraînement que moi j'ai pas fait, tu vois. Donc je préfère me dire, je me mets à 200%. Donc bien sûr il y a eu la bouffe, il y a eu la famille, les amis potentiellement, même si j'en ai pas beaucoup. Et ça va aller, ça va bien se passer. Je suis là maintenant. Florian sans famille, Florian sans amis. et ouais, il y a tout ça. Et après du coup il y a eu le coaching online qui a pas mal évolué, donc au final il a fallu mettre les priorités, tu vois, sur les deux trucs qui me plaisent énormément, on va dire, qui me permettent presque de vivre, ouais. Et ça a été ça, les principaux sacrifices, la bouffe, la famille, les amis, même au final avec ma copine du coup Ophélie, tu vois, qui il faut prendre le temps aussi, tu vois, faut accepter que t'as pas forcément toujours le temps, t'as pas forcément toujours l'énergie pour des fois être joyeux, faire ce genre de truc, tu vois, écouter toujours précisément ce qui est dit, tu vois ce que je veux dire, avoir du mal à réagir à certaines choses qui peuvent être vraiment cool, tu vois. Donc il y a eu un peu ça, c'était des sacrifices de mon côté comme du côté même de la famille au final, tu vois, il n'y a pas que moi qui ai dû faire des sacrifices, tu vois. Ok. Est-ce que tu étais quand même soutenu autour de toi pendant la prépa? Ouais, ça par contre à 200%, tu vois, typiquement mon père il est venu sur les 2 dernières compétitions, les prochaines qu'il y aura il prévoit de venir aussi avec, même si c'est à l'étranger, là du coup c'était déjà en Espagne, donc c'était déjà à l'étranger. Donc ouais, je suis soutenu. Ma mère aussi de loin parce qu'elle s'y connaît pas trop. Mon père un peu plus, même si c'est pas à 100%. Sinon après, je pense que niveau soutien, je peux pas me plaindre, même que ce soit au niveau des réseaux, j'ai pas mal de soutien. Il y a énormément de monde qui sont sans doute meilleurs que moi, font des meilleures places que moi, qui n'ont pas ce soutien, même qui sont pas sur les réseaux, tu vois. Donc j'ai pas du tout à me plaindre sur le. Je pense que sur le soutien, non, j'ai pas du tout à me plaindre. Je vais revenir sur les sujets des réseaux après, mais je pense que sur le soutien, c'est important parce que je veux dire, on a tous commencé à la muscu jeune et certains parents, enfin je pense que tous les parents au début c'est tu commences à ressortir des compléments alimentaires chez toi, c'est ah mais tu te dopes, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi t'as besoin d'aller autant à la muscu, c'est trop ton physique, etc. Toi tes parents ils étaient pas du tout là-dedans. Quand ils ont vu que tu commençais à vraiment devenir un bodybuilder quoi. C'est même plus je vais à la salle dans un optique santé là pour le coup c'est c'est ça. Je vais faire de la compétition en bodybuilding quoi. Ils ont pas eu peur à un moment? Quand il y a vraiment eu cette optique, on va dire bodybuilding, j'étais plus vraiment chez eux. Avant c'était quand même la musculation, mais pour eux c'était déjà vraiment, on va dire presque extrême, tu vois, c'était déjà du bodybuilding. Pour moi c'était peut-être pas un peu plus chill, mais genre c'est un peu comme si je faisais presque de la boxe, tu vois, j'allais mes entraînements, tu vois, comme si t'avais même si un boxeur se donne à fond, mais genre on va dire dans l'inconscient des gens ou des parents, un mec qui fait de la boxe, c'est plus logique qu'un mec qui fait de la musculation, tu vois. C'est un sport et pas un sport presque, on va dire. Donc, pour en revenir... Mais c'est intéressant, on revient là-dessus. Comment t'expliques que si tu te donnes à fond dans du basket, du foot, de la boxe ou de n'importe quel autre sport que la muscu, en vrai, on va pas te le reprocher, alors que la muscu, tout de suite, on va te dire pourquoi tu te donnes aussi à fond là-dedans, en fait? C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question de mentalité française. C'est une question aussi de ce qu'on peut voir aussi même à la télé et tout. Tu vois, tu regardes du basket, t'as plus de chaînes qui retransmettent. Les compétitions de musculation, typiquement, personne ne retransmet ça, tu vois. Si t'avais TF1 qui retransmettait ça, je pense que dans la tête des gens, ça serait mieux aussi. Ça dépend les pays, tu vois. En Angleterre, c'est beaucoup plus démocratisé. En Amérique, on n'en parle pas, ils en font directement dès le plus jeune âge, limite au collège, tu vois. Je pense que c'est vraiment une question de mentalité et de tous les reportages, tu vois. Vous avez quel âge 18.
Baraque pour 18 quand même. Pas du tout. C'est vrai? Bah, par rapport à mes autres potes, non. Je pense qu'il y a une question aussi de, mine de rien, on a cette image de si tu fais de la muscu à ce point-là, t'es narcissique, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui souvent font pas de muscu, voient des mecs qui font du curl devant un miroir et qui se disent si tu mets autant de temps là-dedans, c'est que t'aimes trop ton corps, t'aimes trop l'image que tu as de toi, alors que on sait très bien nous que au final peut-être tu commences la musculation pour des raisons externes, t'as besoin d'être validé pour X ou Y raison, mais ce qui fait que tu te donnes à fond et que tu vas être aussi intense au point de faire de la FA ou au point de faire du bodybuilding, c'est tous les trucs, les bénéfices internes que tu retiens de la musculation. Et j'ai l'impression que c'est ce côté-là qui n'est pas encore compris des gens extérieurs, entre guillemets, et qui fait que peut-être on souffre un peu trop, ou en tout cas, les gens, quand ils vont t'entendre faire dire je fais une compétition de bodybuilding, vont avoir ce truc de pas comprendre pourquoi tu vas mettre autant d'efforts là-dedans. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, c'est quoi? Même pas comprendre ce que c'est. C'est clair. C'est ça. Mais je pense que c'est une nouvelle fois, comme je te disais, c'est ce qu'ils voient à la télé. Parce que typiquement, tu regardes les reportages, directement, ça va être Titouan, tu vois, qui fait son. Alors, j'ai rien contre les Titouans, mais qui genre fait son curl face au miroir, tu vois. Alors mais ça, il y a toujours cette image. Il y a plein d'autres exercices, tu vois. Et du coup, ils vont se dire, ah ouais, bah c'est la même façon que le mec qui va dire, ouais, la Thaïlande, c'est de la merde, il fait chaud, tu vois, il fait que du chaud. Ouais, vas-y, teste, essaye. Regarde, va en salle de sport, tu verras que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont, et heureusement, qui s'entraînent plus même sur machine, tu vois, qui sont plus avec leur curl face au miroir. Il y a tout un truc. C'est vrai que je pense que c'est cette image de la gonflette quoi, que les gens ont et qui colle à la peau. Je sais pas pourquoi autant. Parce que malgré tout, je pense que maintenant, grâce aussi aux chaînes de sport beaucoup plus commerciales, beaucoup plus accessibles, la musculation c'est moins un truc du dark, de l'underground, c'est beaucoup plus accessible. T'as beaucoup de gens qui font de la muscu, qui vont à la salle de sport en tout cas, pas forcément pour faire de la muscu, mais pour faire que ce soit des classes, que ce soit du spinning, maintenant on voit beaucoup de ça, que ce soit courir ou quoi, c'est beaucoup plus démocratisé. Et je sais pas si au fond on sortira de cette image de la gonflette qui colle un peu à la peau, mais je pense parce que c'est comme un peu tout, tu vois, il y a eu au début il y a eu les strongman, c'était pas trop compris, pourquoi monter aussi en gras, pourquoi être aussi, maintenant c'est plus ou moins compris. Ensuite il y a eu la force. Pourquoi faire la force? Quel est l'intérêt? Tu fais la force, la musculation c'est pareil. Là ça commence à bien se démocratiser parce que les gens ont pas mal d'abonnés, ils amènent ça aussi d'une façon on est des gens normaux en fait. Tu vois, toi, même tout le monde, tu vois, en fait on est des gens normaux et certes t'as le côté où tu vas à la salle, mais je veux dire là je suis pas genre torse nu en train de faire bouger mes pecs face à la caméra, enfin tu vois le truc tout bête. T'as quand même pris un vrai oversize quand même. Ouais, je préfère. On sait jamais, au moins c'est discret. Et du coup après il va y avoir la musculation, mais je pense on va se laisser encore une bonne dizaine d'années, j'espère, pas trop, pas plus. Une bonne dizaine d'années avant que ça commence à se dire ah oui ok en fait c'est des mecs qui sont ah ouais les gars ils font des vlogs, ah ouais en fait il fait pas que de la musculation, des fois il mange des burgers, ah ouais en fait il vit pas ça, il a une copine, tu vois, des trucs. Ce que j'essaye d'amener, mais ça prendra du temps parce que les gens voilà. Tout à l'heure tu parlais des bénéfices d'avoir du soutien sur les réseaux sociaux parce que tu fais des vidéos, parce que tu as un certain nombre d'abonnés sur Instagram et tout. Est-ce que ça apporte aussi une pression en plus? Alors pour l'instant peut-être aussi parce que j'estime avoir fait des bonnes places, ça va. Peut-être que le jour où après moi j'arrive jamais non plus hyper confiant et je dis jamais non plus voilà je suis je sais pas moi le meilleur naturel, c'est sûr que je vais gagner, c'est juste que voilà j'amène le truc de se dire ok je serai ce jour-là à cette compétition-là, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver au meilleur possible. Après c'est les gens qui auront en face de moi ou moi si je fais de la merde sur scène qui décideront, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir cette pression, enfin, genre j'ai pas l'impression de subir la pression, tu vois. Je vais le jour de la compétition, le premier truc que je pense c'est ok, je fais ma routine de posing, j'amène le meilleur, il se passe ce qui se passe. Et après les gens ils disent ce qu'ils pensent, tu vois, mais moi je suis plus critique envers moi-même, enfin de ce que moi j'ai fait plutôt que ce que les gens peuvent me dire, tu vois. Donc, non, je pense pas avoir la pression, non. Je pense juste, voilà, j'ai jamais dit, ce jour-là, vous inquiétez, j'arrive à cette compétition, venez me voir, vous verrez, je serai le boss et tout. Non, c'est juste, je suis là. Si jamais tu veux venir me voir, Non, mais tu peux te dire, putain, là, si j'arrive dernier, je vais devoir l'annoncer en story sur Instagram, je passe dernier, tu vois, c'est plus dans ce côté-là. Alors, c'est un peu ce que je disais, vu que j'ai jamais fait de mauvaise place, je sais pas. Peut-être que, effectivement, mais le jour où ça va arriver, j'en parlerai peut-être moins que. Enfin, j'ai pas l'impression d'en parler énormément du fait que j'ai gagné non plus. Mais je vous le dirai aussi, de la même façon. De toute façon, je cache rien, tu vois. Je pense que non, je le dirai, je dis voilà, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai été mauvais, j'ai merdé. Non, mais ça demande un certain courage aussi, et c'est à saluer aussi, parce que t'as beaucoup de gens qui partagent sur les réseaux sociaux. Quand ça va bien, ça fait des vidéos, et quand ça va pas bien, bah, y a pas de vidéo, tu vois. C'est vrai. Mais c'est pas évident aussi, hein. C'est un truc c'est comme
c'est la même chose que voilà, t'as des calories, t'es frais, t'es full vidéo et à un moment, et quand t'en as plus, voilà, prendre la caméra, ça semble un truc hyper difficile alors qu'il y a 2 jours avant, t'as pris ta caméra, tu souriais et tout. Donc non, au début, c'est vrai que quand j'ai annoncé la première, je me suis dit, je l'ai annoncé longtemps avant, je crois que je l'ai annoncé en novembre et je concourais en avril, tu vois. Donc, et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça va rien le cacher de toute façon, j'en parle partout. Mais je pense qu'il y a un certain bénéfice aussi du fait de l'annoncer publiquement, que t'aies des followers ou pas, hein, de dire maintenant j'ai ouvert ma bouche, tu vois, et c'est exactement maintenant il faut que je back up ce que j'ai dit, quoi. C'est exactement ça. Donc, pour moi, c'est exactement ça. C'est genre, voilà, c'est acté. Et c'est des commentaires que j'ai eu, c'est genre, ok, maintenant on a les dates, c'est parti, tu vois. Et genre, effectivement, c'est ok, c'est acté, j'y serai, aucune excuse. Peu importe ce qu'il arrive, je trouvais pas d'excuses. Moi, je suis comme ça aussi. Après, je pense qu'il n'y a pas tout le monde. C'est un bon truc à faire dans la vie de tous les jours. De toute façon, c'est le fait de se mettre une deadline. C'est une fois que tu t'es mis une deadline, même si elle est arbitraire en vrai, quelque part, ça te force un petit peu à dire, ok, j'ai dit ça, maintenant il faut que je le fasse, quoi. Et moi, je le fais souvent avec les vidéos. Je me dis, ok, le montage, il est pas fini, je dis, ouais, vidéo demain à 18h. Et là, je fais, oh putain, ça y est, maintenant je l'ai mis en story et tout. Bon, 2 fois sur 3, la deadline n'est pas respectée, tu vois. Mais au moins, j'ai mis mon élan et ça m'a permis de peut-être bosser plus ou de commencer plus tôt que ce que j'avais prévu, tu vois. Mais après, encore une fois, c'est pas tout le monde qui, face à la pression, peut arriver à performer, entre guillemets. Ça, je crois que c'est Elon Musk qui disait... Si tu te laisses 4 jours pour ranger ta maison, ça prendra 4 jours. Ça prendra 4 jours. Si tu te laisses une demi-heure, tu la rangeras en une demi-heure. Tu vois. Ouais. C'est un nom, c'était fait. Le concept de. J'avais oublié, j'avais lu ça quelque part. Que les tâches ont tendance à prendre le temps que tu leur alloues. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Il faut rester cohérent aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu comme tout, ça dépend si c'est long terme ou court terme, mais pour moi, tu peux. Faire de bonnes choses en peu de temps. Après, ça dépend de la qualité que tu veux mettre aussi, c'est tout. Donc, dis-moi un petit peu comment ça se passe dans une prépa. Est-ce que ton entraînement, il change? Au niveau des calories, comment ça fluctue? Est-ce que tu fais des rebonds? Quel type de diète tu suis? Quel type d'entraînement tu suis? Le split, ce genre de trucs. Ouais. Du coup, si on commence par l'entraînement, moi, un des pires trucs à faire selon moi quand tu passes d'une prise de masse, du coup le maintien et à la sèche, du coup passer en sèche, c'est changer sa mentalité, tu vois. C'est-à-dire que ok, je mange moins, peut-être que je vais me blesser, j'aurai moins d'énergie, faut que je m'entraîne moins, il faut que j'en fasse plus. Non, je change rien. En fait, en vérité, j'ai rien changé. Le seul truc que j'ai changé, c'est mon mindset, il a changé vraiment à la fin, en me disant ok, là on rentre vraiment dans le dur, je sais ce que je veux, parce que le mindset, il doit changer au moment où tu te rends compte que tes assiettes, elles diminuent et que genre là, c'est l'heure d'aller au lit et en fait, t'as plus rien à manger et t'as faim, tu vois. Là, ça doit changer parce que c'est là que tu dois être solide. T'es dans le dur. Là. Sinon, l'entraînement, ça doit rester le même. Genre, si tu penses à la blessure, du coup, tu t'entraînes pas parce que tu peux très bien te blesser en prise de masse comme en sèche. Les seuls trucs qui vont changer, en vrai, c'est les calories. C'est les calories, il y a au pire ta dépense parce que tu peux pas baisser continuellement les calories, donc du coup, tu augmentes ta dépense, ce qui est logique. Le split, tu changes pas forcément. Après, tu peux changer quelques exercices parce que ça peut commencer à te créer quelques douleurs. Tu vois, les articulations sont un peu plus fragiles. Mais tu changes pas du tout au tout. D'accord. Ouais. Enfin, si de base ton entraînement, après on va pas rentrer dans les détails, enfin ça dépend si tu veux ou pas. Si ton entraînement de base il est déjà bien optimisé, genre pas mal d'entraînements effectivement type bodybuilding du coup sur machine, parce que du coup t'es plus stable, les articulations ils prennent moins cher, moins t'auras besoin de changer, tu vois. J'espère que vous entendez pas trop le bruit des oiseaux derrière. Alors. L'hôtel Tandem est un tellement bon hôtel c'est des perruches qu'ils ont secouru de l'abandon. C'est vrai? Ouais, c'est écrit sur le truc. Mais par contre, elles font en boucan pendant le podcast, j'espère que vous entendrez pas. Pour rester dans l'entraînement, à quelle fréquence tu conseillerais de changer la structure d'entraînement pour un mec nati qui fait de la muscu? Du coup, qu'est-ce que tu entends par structure? Est-ce que, en gros, quand t'en as marre, tu te dis, cet exercice il me saoule, ou ce split il me saoule, j'ai envie de voir autre chose, est-ce que ça vaut le coup de changer? Si au bout de 3 semaines, 1 mois, tu te dis je m'ennuie, je veux changer. Ok, normalement, c'est ce que je dis, c'est que en fait c'est un entraînement, en fait c'est à la base un entraînement en soi c'est mort, tu vois, sur le papier c'est juste 3 séries sur le hack squat, plus ma presse, plus etc. En soi ça paraît nul, c'est mort le truc, tu vois. C'est à toi de le faire vivre, tu vois. C'est à toi de donner envie d'aller t'entraîner et de te dire ok, je suis sur mon hack squat, cette semaine j'ai mis 3 plaques. J'ai fait 10 reps, ma fourchette maximum c'était 10, semaine prochaine je mets plus lourd. Et c'est ça qui va te motiver en fait à continuer le programme. Et à un moment où tu vas en avoir marre, c'est parce que tu n'arrives peut-être plus à progresser dessus, mais dans ce cas-là, si tu n'arrives plus à progresser dessus, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Est-ce que tu es sûr d'être bien stable, d'avoir un bon leg drive, d'avoir un bon souffle? Si ça, tu es sûr que tu changes. Mais tout changer du jour au lendemain, ça veut dire qu'il va falloir que tu réapprennes
complètement quasiment tous les mouvements et le placement, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Et ça, c'est une énorme perte de temps, tu vois. Donc si vraiment tu dois changer un truc, conseil, hein, tu changes, genre, je sais pas, sur 6 exercices, 2 déjà dans un premier temps. Et changer tout complet, ça me semble un peu énorme, sauf s'il y a vraiment une blessure et qu'il y a pathologie. Mais et changer toute la structure, ça dépend de pas mal de choses. Finalement, tu t'es rendu compte que voilà, ça fait 6 mois que tu charbonnes dessus. Ton point faible, c'était les pecs. Ça s'est rattrapé. Maintenant, c'est plus ou moins les jambes. Ok, bah, tu changes un peu. Tu mets moins du coup sur les pecs, mais du coup, c'est pas forcément la structure qui va changer. Genre ton push-pull-leg, c'est plus moins de séries sur les pecs parce que ça va bien. Mais par contre, je mets plus sur les jambes. En gros, c'est ça, surtout ça. Tu vois. Un truc dont je voudrais que tu me parles, parce que moi, c'est sur ça aussi que je trouve que tu te distingues des autres qui font du contenu muscu, sur l'intensité de tes séries. Okay. Quand je te vois à fond, là, comme ça, avant de commencer une série, le mec, il crie et tout, il envoie, franchement, ça fait kiffer. Nous, les poids, en vrai, on a l'habitude parce qu'on s'entraîne souvent très, très lourd. Donc, t'as l'habitude de voir de l'intensité. Et c'est vrai qu'en muscu, et moi le premier, hein, je suis le premier à baisser mon niveau d'intensité. Et c'est vrai que parfois, tu stagnes musculairement, tu prends en force, mais t'as l'impression que tu prends pas trop en hypertrophie, tu stagnes et tu te dis, bah, je comprends pas, pourtant mes perfs elles augmentent, etc. et tout. Mais tu te rends compte qu'au final, t'as pas. Et aussi, c'est difficile pour le cas des powerlifters de maintenir ce niveau d'intensité après avoir fait du squat lourd et du bench lourd pour certains, si tu combines les deux, ou du deadlift et du bench lourd, et après de faire toute une séance de renfo. Donc, comment toi t'abordes l'intensité sur une séance? Est-ce que tu mets un gros niveau d'intensité sur toutes les séances ou est-ce que tu as des séances un peu plus récup actives, entre guillemets? Comment tu abordes cette question de l'intensité? En gros, si tu veux, le truc, il est assez simple, c'est de se dire, ok, si tu veux faire du muscle, alors c'est pas choquer le muscle, c'est se dire, ok, ton muscle, pour progresser, il a besoin, en vérité, que tu lui apportes des trucs qu'il n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que si tu vas faire ton 4x12, mais qu'en vérité, tu as 20 répétitions, bah, tu vois, c'est comme si tu faisais genre ta maison en 4 jours, alors tu peux le faire en 30 minutes, tu vois. Du coup, tu vas perdre du temps. Tu pourrais gagner du temps sur plein d'autres choses. Donc, du coup, tu vas perdre du temps sur la perf et du coup, la construction musculaire. Parce que si tu peux faire 4x12, mais qu'en vrai, tu as 4x20, t'imagines le poids que tu peux rajouter avant d'être vraiment un 4x12, genre. Donc, moi, j'aborde tous mes entraînements avec la même intensité. Le seul truc qui change, c'est mon effort et ma proximité avec l'échec. Mais en tous les cas, si j'ai genre 2 séries en réserve, donc en gros à 2 séries de plus pouvoir y arriver, c'est-à-dire que j'en aurais pas 3 ou 4, tu vois. Je serais plus proche, j'ai peut-être 1 que... Donc en gros, ouais, l'intensité elle est la même. Et au final, ma façon de m'entraîner, à part peut-être le rep range et du coup la proximité avec l'échec, elle se rapproche énormément du power, avec les top sets et les back-off, etc. Parce que mon but c'est de mettre lourd et d'amener avec un bon mouvement le plus loin possible. Tu fais des top sets aussi sur tes exercices de renfort? Exercices de renfort, c'est-à-dire de tous mes exercices quoi. Sur tous tes exercices? Non, du coup, non, pas forcément. Oui, renfort, c'est toi ce que tu appelles tous tes... Normal. Pardon. Renfort triceps, c'est tout. Non, ouais, du coup, généralement, j'ai un top set et par exemple 2 back-off. Peut-être là, ma programmation, au moment où on tourne le podcast, elle a changé. Donc peut-être que maintenant, je suis plus en top set back-off parce que du coup, coach a changé, façon de faire a changé. Spoil directement dès le début du podcast. Là. Et, on en parlera après. Ouais, on va en parler après. Et du coup, ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, tu as le top set, le back-off. Le top set, il a une rep range peut-être entre 6 et 10, mais toujours à l'échec. Et derrière le back-off, soit tu es hyper intense et tu as besoin de récupérer, donc du coup, tu vas te laisser une répétition de l'échec. Parce que quand tu es à une vraie répétition de l'échec et à 0, bah, nerveusement, ça n'a rien à voir. Ta récupération n'est pas la même. Du coup, tu auras une rep range aussi un peu plus longue. Donc en gros, 8-12, 8-15, aussi pour amener... travailler d'une autre façon. Mais l'objectif, il reste le même. C'est si ton muscle il a l'habitude de faire un truc, il va pas chercher à grossir, quoi. Tu vois, je pense qu'un bon truc aussi pour les power, parce que en hypertrophie, tu vas vraiment travailler, comme tu viens de le dire, souvent proche de l'échec, tu vois. Alors qu'en force, nous, souvent... Donc, par synonyme, c'est une bonne indication de l'intensité. Tu sais que si t'as pas été proche de l'échec, t'as pas mis assez d'intensité, tu vois, dans ta série. Alors que le powerlifting, comme on s'entraîne le plus souvent, surtout sur des top sets en submax, ça va être beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus rare d'aller proche de l'échec. Donc je pense qu'un bon mot, je suis en train d'y réfléchir en même temps qu'on a cette conversation, et ça me fait penser aussi parce que j'ai fait un top set RPE 6,5 il y a pas longtemps en squat, et j'avais mis en story mon ammoniac, et j'ai utilisé mon ammoniac, tu vois. Et merci Smells Like PR, qu'on salue aussi, merci de sponsoriser le podcast, mais... il y a quelqu'un qui me dit, mais tu utilises de l'ammoniac pour les séries à RPE 6,5, et je pense qu'en fait, beaucoup de gens confondent, et je pense que ça peut aider, mais moi le premier aussi, hein, parfois, l'intensité et l'intention, tu vois. L'intensité, du coup, RPE 6, tu peux te dire dans ta tête, bon, c'est RPE 6, ça va, tu vois. Donc le risque, c'est de pas mettre l'intention
sur ta série. Alors que c'est ton top 7 et ça va être la série qui va driver le reste de tes progrès sur ta semaine, tu vois. Et je pense que beaucoup, et moi c'est un effort que j'essaye de faire dans mon entraînement, auraient à gagner à mettre, même si l'intensité est entre guillemets faible, le même niveau d'intention que tu mettrais pour une série RPE8, RPE9. Parce que quand tu as un single RPE8, RPE9, tu sais que tout va compter. Si tu as mal fait ton setup, si tu sors un peu de ta trajectoire, tu sais que ça va être mort. Par contre, sur une série RPE6, tu sais que ça va être pardonnable, entre guillemets. Donc tu risques de pas mettre la même intention. Alors que si tu abordes toutes tes séries, et c'est dur à faire de maintenir ce niveau de concentration, c'est pour ça que moi j'évite d'avoir des séances à rallonge, parce qu'au bout de 2h30 et 3 heures de séance, au bout d'un moment sur un SBD, maintenir ce niveau d'intention continuellement c'est compliqué. Mais je pense que si tu fais cet effort conscient de te dire, même si l'intensité est faible, de maintenir ce niveau d'intention, et ben c'est ça qui va s'assurer que tu drives tes progrès et que tu tombes pas dans le junk volume, du volume qui sert à rien, tu vois, ou que, au contraire, sur un top 7 RPE6, au final, t'as fait beaucoup moins que ce que tu devrais faire. Effectivement, c'est ce que tu disais, genre, crier avant mon top 7, par exemple, c'est mon intention que je vais mettre dedans, tu vois. C'est genre, ok, là, je sais que je vais être écrasé sous ce bordel de hack squat, tu vois. Donc, du coup, il faut que je fasse sortir tout ça. Et après, l'intensité que je mets, elle est logique pour moi parce que sinon je progresse pas, tu vois. Mais effectivement, l'intention, moi, c'est aussi ça qui est intéressant et du coup, ça peut se rejoindre aussi, mais sur les exercices de musculation, c'est que typiquement, tu as un hack squat, tu vas mettre une intention qui est très forte parce que tu sais que les progrès ça va faire. Et du coup, le mec, il va passer sur un leg extension, tu vois, leg extension, il va mettre vite fait, tu vois. C'est là qu'elle est l'erreur, tu vois, parce que même si ça paraît tout bête, avoir la même intention sur un hack squat et un leg extension, bah, ça va te faire énormément plus de progrès, tu vois. Et après, l'intensité, bien sûr, elle dépend de l'exercice, tu vois. Ça fait plus peur, effectivement, un hack squat et un leg extension, mais ça veut pas dire que ton leg extension, tu dois pas te mettre la mort dessus, tu vois. Genre finir, limite tomber vers l'avant, enfin bref, un truc hardcore. Donc effectivement, l'intention, pour moi, c'est le premier facteur de progrès. C'est de se dire, peu importe ce que c'est, même si c'est des triceps, un truc tout bête à la corde, comparé à un développé couché, t'en fous. T'attaques ton développé couché comme t'attaquerais tes extensions triceps et inversement, etc. Et c'est comme ça que tu progresses au final. Je pense que du coup, pour ça, c'est important la salle dans laquelle tu t'entraînes, tu vois. Parce qu'il y a des salles où quand tu vas mettre ce niveau d'intention et d'intensité, on te regarde chelou, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans un environnement. Bon, je sais que la majorité des gens, on n'a pas le choix. T'es dans la salle qui est à côté de chez toi, dans laquelle tu peux aller, mais on en revient encore une fois à la même chose, c'est que mettez-vous dans un environnement où vous serez bon pour performer, tu vois. Moi, je vois ton Honor, c'est quoi ton One Fitness et tout. Maintenant, même Honor et tout, c'est des salles où tu peux t'envoyer. En général, il y a du bon matos. Les gens qui vont là, ils vont pour s'envoyer, tu vois. Basic Fit, j'en parle même pas. Fitness Park, ça va dépendre de là où vous êtes. Mais en tout cas, on va essayer de vous entourer au maximum de gens qui sont dans la même mouvance, dans la même intention et pas passer pour le mec chelou du fitness park. Et moi, ça m'arrive un peu souvent quand même. Et surtout quand tu fais du power, quand tu commences à mettre plus de 4-5 plaques au squat, tout le monde s'arrête et te regarde. Ok, c'est cool, tu vois, tout le monde te regarde squatter, mais ça va pas ça qui va te tirer vers le haut si t'es le mec qui squatte le plus de ta salle, tu vois. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'il faut aussi le faire avant tout pour soi-même, tu vois. Parce que si tu le fais pour les autres, tu vas faire ça 2 ans, tu vois, sur les réseaux, parce qu'évidemment ça va s'essouffler, on n'arrête pas de voir ta tête et tout, et puis personne te partage, et du coup, donc avant tout le faire pour soi-même, je pense. Et la salle, elle joue beaucoup, oui, la mentalité aussi. Je pense que c'est pas forcément une excuse, t'as des très grands champions qui ont gagné des cartes pro, ou même des très bons niveaux, je parle dopage ou pas dopage, peu importe, mais qui s'entraînent dans des basic fit, tu vois. Bien sûr, moi j'aimerais pas, mais en soi, tu vois. Mais c'est aussi ça qui fait que actuellement le bodybuilding en France c'est pas incroyable, parce que je prends l'exemple de l'Angleterre parce que moi j'aime énormément l'Angleterre. Tu vois, dans un petit village, genre vraiment le petit village de genre je sais pas moi 500 habitants avec des vaches, il y a une salle de sport, elle est équipée mais comme aucune salle de sport en France. Tu vois. Ah ouais, c'est une folie. Pas partout, mais des fois t'as quasiment les meilleures machines, t'as envie de te dire ouais bah le mec il passe sa vie là-bas, il y a que 500 habitants donc du coup c'est pas forcément très cher, personne l'embête, il est peut-être loin d'une grande ville mais en soi sa passion c'est le bodybuilding. T'as une salle de fou, t'as Idio là, ça se trouve qui s'entraîne dans la salle, tu vois, c'est... Qu'est-ce que du coup on aurait à emprunter au bodybuilding anglais dans la mentalité pour l'apporter chez nous dans le bodybuilding français? Pour moi, je l'ai remarqué très vite, c'est... ça va répondre à la question, je pense, on va voir. C'est-à-dire que ça rejoint beaucoup aussi, par exemple, le business, tu vois. En France, ce que j'ai remarqué, c'est que comment ça se fait que toi tu l'as et que moi je l'ai pas? Ça c'est la mentalité des gens. C'est-à-dire comment ça se fait que toi tu as ce physique et moi je l'ai pas? Comment ça se fait que toi tu as cette Porsche et moi je l'ai pas, tu vois? Et avant de se poser la question, les gens se posent pas la question de se dire ok,
comment il a fait pour avoir ça. Tu vois, je vais lui poser la question, je vais lui demander, au lieu d'aller cramer sa Porsche par exemple, tu vois, ou au lieu d'aller lui dire il est dopé, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'Angleterre et l'Amérique ont déjà par rapport à nous, tu vois. Donc le mec, il va poser la question, dire ok, t'as fait comme ça, 3 ans ça t'a appris, ok. Apprends-moi. Ah, tu fais du coaching, vas-y, ben, je veux bosser avec toi, tu vois. Et on n'a pas cette mentalité-là en France de se dire, il y a un mec qui, voilà, il est millionnaire et tout, il propose du coaching. C'est pas forcément un arnaqueur, tu vois. Si tu veux faire du business, hein, le mec, il a un bon physique, il amène des gens loin. C'est pas forcément un arnaqueur parce qu'il te demande ton argent, tu vois. C'est son métier. Si tu veux aller plus vite et gagner du temps, bah go, quoi. Le truc, surtout dans le coaching en muscu, mais l'industrie du fitness en général, c'est que tu n'auras jamais le consensus sur ce que tu dis. Tu auras toujours un mec qui viendra dans les commentaires « Ah, moi j'ai vu un tel qui a dit ça, c'est pas vrai ce que tu dis ». Ou surtout dans la nutrition, tu n'auras jamais le consensus. Et tu as aussi énormément de concurrence. Aujourd'hui, le fait que malgré tout, les gens critiquent le diplôme, ça ne t'assure plus un certain niveau d'expertise. Tout le monde peut se lancer aussi dans le coaching, dans les réseaux sociaux. Nous, dans la force athlétique, on est les premiers à le voir. Il y a des mecs, dès qu'ils ont un peu de perf, oh, coaching en ligne, DM-moi et tout, alors que bon, aucun BPGEPS ou quoi, et même un BPGEPS, je dis pas que ça remplace des capacités de coaching, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte dans le métier de coach, mais comment toi, du coup, justement, tu arrives à te démarquer? Moi, j'ai un petit peu la réponse, mais si toi, tu peux donner des conseils à des gens qui se lancent dans le coaching et qui veulent justement ne pas passer pour des arnaqueurs ou quoi. Alors de toute façon déjà ce qu'il faut savoir c'est que je pense que c'est dans le monde entier, hein, des personnes qui vont t'écrire tu dis de la merde, c'est pas vrai, moi j'ai vu ça, il y en aura tout le temps, tu vois. Si prêtent attention et que à la moindre occasion tu doutes, parce que des fois il peut y avoir des commentaires qui sont constructifs et c'est très bien de chercher plus loin, tu vois. Mais si le mec il met juste son commentaire comme ça, c'est pas vrai, et qu'il cherche pas plus loin, il n'y a pas d'études, il n'y a rien derrière, tu vois. Il ne faut pas forcément trop y prêter attention. Je pense que pour se démarquer, actuellement en France, malheureusement, c'est surtout déjà les résultats physiques que tu as toi-même, parce que tu es une vitrine même sur les réseaux, et les résultats de potentiellement les clients ou les personnes avec qui tu travailles, tu vois. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que ce qui est très important, c'est de montrer aussi ce que tu sais, tu vois. Et surtout, moi, ce que je disais dès le début aussi, c'est ça ne m'est pas vraiment arrivé malgré moi parce que c'est quelque chose que je voulais faire, c'est se dire avant de vouloir à tout prix faire de l'argent, cherche d'abord à aider les autres. Tu vois, genre cherche d'abord à dire ok, je vais faire du contenu gratuit. La majorité peut-être de mon contenu sera gratuit et en tous les cas, il y aura toujours des gens qui ça suffira pas et qui auront besoin de plus. Et de toute façon, une vidéo qui t'explique la meilleure rep range, ça ne vaudra jamais effectivement un coaching, un vrai suivi, tu vois. Donc pour moi, c'est d'abord la mentalité de se dire, ok, je vais aider les personnes, sans non plus exagérer à donner, tu vois, 50 000 conseils. Le mec, il pose 50 000 questions, tu l'aides, mais au bout d'un moment, ça reste un métier quand même, tu vois. De la même façon que, voilà, tu t'aides les gens de façon peut-être gratuite et sans même te poser la question de dire, ok, je vais le faire payer. Et juste de se dire, voilà, comme ça que moi j'ai commencé, je vous dirais que c'est comme ça qu'il faut se démarquer, c'est aussi vouloir donner des conseils gratuits, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi être patient. Tu vois, il y a beaucoup de gens. J'ai reçu un message d'un gars, peut-être qu'il écoutera ce podcast. Vu son profil, je pense qu'il est jeune, genre 16-17 ans, qui me disait est-ce que tu penses que tu peux vivre d'ouvrir une salle de sport de power, tu vois? Et je lui dis honnêtement, c'est possible, mais compliqué, tu vois. Il va falloir s'accrocher. Et lui, il commence à me sortir tous ses calculs, de se dire ah mais j'ai calculé avec tant d'heures de coaching, de ça, de machin, etc. C'est possible. Et je dis ouais mais tu vois, déjà tu pars du principe que tu vas réussir à avoir le matériel pour acheter une salle, etc. Et que tu vas réussir à avoir des coachés. Et tu pars pas dans la démarche de te dire ok je veux aider les autres ou je veux être un bon coach. Tu vois, tu vois direct le résultat, la finalité. Et je pense que bon après c'était une discussion Instagram, peut-être qu'il a eu cette réflexion et tout, mais les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend de devenir un bon coach et voient juste les mecs qui suivent sur Instagram. Oh, coach en ligne, il attend de clients, c'est facile. Tu vois. Alors qu'en réalité, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça demande, et je pense que toi, tu es bien placé pour en parler, d'acquérir un following sur les réseaux sociaux, de montrer ton expertise et qu'après, les gens te prennent en coaching. Tu vois. Lui, c'était en mode, je veux ouvrir ma salle, les gens qui vont venir s'entraîner vont forcément me prendre en coaching. Alors que non. Tu vois, déjà, il y a énormément de concurrence. Et dis-toi, en plus de être coach en ligne, tu veux gérer une salle de sport.
Il y a des mecs qui sont coach en ligne à plein temps, tu vois le boulot que ça demande, et qui, eux, arrivent pas forcément à en vivre. Et toi, en plus de ça, tu vois, tu veux gérer une salle. Donc, je pense que c'est faisable, mais attention à ne pas sous-estimer déjà le temps que ça va te prendre de devenir coach, ensuite de devenir un bon coach, et ensuite, peut-être, potentiellement, d'arriver à ouvrir une salle. Tu vois ce que je veux dire ? Alors ça dépend le point de vue, je vais donner une fois le mien, parce que moi je pense que dans ce qu'il a dit, il y a quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, c'est que il est parti du principe qu'il va y arriver, tu vois. Ça pour moi c'est très important, même si bien sûr peut-être qu'il y a des illusions et tout, c'est mieux que de se dire, il s'est pas arrêté à, ça va être compliqué, si lui il le sait c'est que c'est mort, tu vois. C'est que non, il s'est dit ok, je sais comment y arriver, maintenant le seul truc qu'il va avoir c'est à quel point il va supporter de se manger des murs, tu vois. Un mur, 2 murs, 3 murs. Ah, maintenant, là, j'ai un appel, cool, mon premier client. Ah ouais, non, finalement, il vient pas. S'il arrive à passer ça, parce que je pense que c'est comme tout, tu vois. Quand tu es auto-entrepreneur, il faut une graine de folie un peu, tu vois. Il faut une graine de truc de se dire, parce que t'as pas la sécurité comme tu peux avoir à l'employé, tu vois. Il faut un peu ce truc de se dire, je me lance dans l'inconnu, je sais pas, c'est à moi de gérer mon truc. Donc, la mentalité qu'il a, elle est bonne. Maintenant, le truc, c'est juste de se dire, ok, la patience, oui. Mais c'est pas juste être patient et attendre que ça se passe. C'est être patient, mais charbonner derrière pour que ça marche, tu vois. Et après, je pense que la mentalité, elle est bonne. Maintenant, c'est juste de se dire, ok, il a fait les calculs. Je trouve ça très bien, tu vois. Il a plus ou moins la ligne directrice. Maintenant, il faut juste qu'il... T'auras personne potentiellement derrière pour t'aiguiller et te dire où aller. C'est à toi de la faire, ce chemin. Et si tu dois bosser à côté pour y arriver, pourquoi pas, tu vois. Je pense que d'autres ont dû réussir, tu vois. Je voudrais revenir du coup sur le bodybuilding naturel. Parce que j'ai reçu Arthur aussi sur le podcast, qui a fait une compétition en bodybuilding nati, et qui m'a avoué à demi-mot que le doute était permis sur certains compétiteurs. Est-ce que toi, tu crois que c'est possible, et dans ce que tu as vu, de faire une compétition vraiment purement nati entre naturels, ou est-ce que même dans les compétitions naturelles, tu as eu des doutes sur certains compétiteurs ou quoi ? Alors, pour moi, c'est un peu toujours la même chose. Tu peux pas accuser sans preuve. Après, bien sûr, tu vois plus ou moins, une fois que tu es dedans, ce que ça peut faire. Et encore, tu as des personnes qui, effectivement, sont naturelles, paraissent chargées. Tu as des personnes qui sont chargées, qui paraissent complètement naturelles, voire même, tu vois, limite lambda. Il y en a, c'est sûr. Bien sûr, c'est sûr qu'il y en a. Après, moi, je dis c'est toujours la même chose. C'est ta conscience contre celle des autres, tu vois. Genre, là, tu écoutes le podcast, tu es un mec qui est pas naturel, tu fais des compétitions... je sais pas si YouTube te censurera ou pas, tu verras. Tu fais des compétitions de... Enfin, t'es pas naturel du coup, tu fais des compétitions naturelles, t'es le roi des cons, tu vois. Je veux dire, ça veut dire que déjà, tu sais très bien que t'aurais aucune chance, face à des dopés, donc du coup, tu testes du dopage chez les naturels. Et ça veut même pas forcément dire que t'es meilleur, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont dopés, qui sont naturels, on s'en rend pas compte. Et après, il y a toujours, c'est comme ça, c'est ta mentalité et les risques que tu es prêt à prendre, tu vois. Tu as certaines fédés qui, typiquement, ICN, la première que j'ai faite, qui te demande du coup un chèque. Du coup, donc ça dissuade un peu, tu vois, un chèque de caution. Qui fait des vrais tests urinaires du podium, etc. Tu donc vois. Si tu es pris de dopage, ils gardent le chèque, c'est quoi ? En gros, ils gardent le chèque parce que du coup, ils ont fait le test derrière, mais tu as une deuxième, si jamais, si t'es pas d'accord, tu dis bah non, c'est pas juste et tout, refaites le test. Du coup, ils testent tout le monde ? Non, ils testent les trois podiums. Parce qu'en gros, c'est, on va dire, presque le plus important, entre guillemets, tu vois. Je suis conscient que tu peux pas tester tout le monde quand tu as des compétitions de 150, 200 athlètes, c'était impossible de tester tout le monde. Ça, je suis totalement conscient, c'est partout pareil. Maintenant, c'est la conscience du mec contre... Moi, je sais que je fais mes compétitions, je suis naturel. Bien sûr, tu perds face à un mec qui est, imaginons, dopé, mais si tu le sais pas, tu le sais pas. Au pire, si ça se sait, bah, tu le passeras devant et puis voilà, il sera disqualifié. Ouais, mais c'est comme partout. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, tu vois. C'est comme partout, bien sûr. Tu peux pas spécifier que c'est naturel, tu vois, ça c'est sûr. Tu peux le marquer. Après, il y a des fédérations par contre qui font vraiment des tests urinaires, sanguins, je crois aussi, les cheveux. Et là après, bien sûr, c'est un coût. Faut payer plus aussi, tu vois. Ouais. Faut être conscient que faut pas vouloir faire des compétitions et payer même pas 50 balles et se dire que derrière il faut qu'ils fassent un test, tu vois. Je préfère encore me dire ok, c'est l'entrée, plus je donne une participation de 40 balles, mais par contre ils vont tester tout le monde, tu vois que. Comment ça s'organise les fédérations de bodybuilding naturel ? Est-ce qu'à la fin il y a un équivalent d'un Olympia ? Genre c'est quoi le end goal pour toi ? Genre là tu vas faire Europe, c'est quoi le nom de la fédé ? Là, celle que j'ai faite, donc du coup j'en ai fait deux. Là, tu as la fédération où je suis allé en Europe, c'est ICN. Ok, d'accord. Donc, International Compete Natural, je crois. Ok. Est-ce qu'à la fin il y a un équivalent de Olympia, genre monde ? Ou est-ce que. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, généralement, c'est des fédérations qui vont. Il y a Europe, il y a monde, il y a plusieurs qualifiés, il y a plusieurs dans l'année.
compétitions qui peuvent t'amener jusqu'à monde. Tu peux aussi passer pro dans cette fédération-là. Tu as ICN, WNBF. Après, tu as aussi la UBKFDA, ça c'est en Angleterre. D'accord. Tu as la PNBA, enfin, t'as pas mal de fédérations. D'ailleurs, la PNBA, ça s'appelle l'Olympia naturelle, tu vois, le finish. D'accord, ok. La WNBF, pareil, tu vas monde. Et après, là, on parle de. Je crois que cette année, la WNBF, c'est à Seattle. Tu vois, c'est quand même pas mal. Ok. Et PNBA, c'est à Las Vegas, tu vois. Ah, sympa. Donc, c'est un gros show, tu vois. Et là, on parle d'un gros show qui est sur des fois 3-4 jours. Tu vois, t'as WNBF, il y a beaucoup d'athlètes aussi, donc non, il y a moyen, ouais. Ok. Du coup, tu me parles de peut-être potentiellement des voyages à Seattle et à Las Vegas. Combien ça coûte une prépa, si t'as une idée? Est-ce que t'as budgété ça? Combien ça t'a coûté? J'avoue que j'ai pas forcément budgété ça. C'est sûr que je peux comprendre les personnes qui n'en font peut-être qu'une. C'est clair qu'il faut un budget derrière. Là, pour te donner un ordre d'idée, du coup, la dernière que j'ai faite en Europe, j'ai fait 2 KT, du coup. C'est 250 € les 2 KT. Genre, c'est 75 € la KT en plus. Ok. Et du coup, c'est quoi, 175 la KT? Ça fait 250, non? Ouais, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, du coup, ça c'est le prix. Si t'es pro, Ok. c'est 250 € juste la KT. Tu vois, ça fait quand même un sacré coup. À ça, tu rajoutes 85 € pour le TAN, parce que tu pouvais pas vraiment le faire toi-même, et je vois pas trop l'intérêt d'aller se tanner toi-même, surtout si tu vas à l'étranger, sortir le truc et tout. Ouais. C'est un budget, hein. Ouais, et après, tu as aussi 30 € du coup de trucs premium qui est un peu la licence, tu vois. Avant ça, il y a eu d'autres compétitions. Là, je pense qu'actuellement, je dois être à plus le voyage et tout. Je pense que je dois être à plus que 1000, peut-être même 2000, je pense, pour 3 compétitions. Je voudrais que je fasse le budget en vrai. Je sais pas si tu le redirais après le podcast ou quoi, tu le marqueras, je sais pas, si jamais tu y penses, mais je On pense. rajoute du montage, vous avez vu? Non, au pire, ouais, Non, mais par rapport à la FA, c'est comme ça, les gens se rendent compte. La prochaine fois qu'ils payent 50 € pour une inscription pour une compétition, tu te rends compte que. T'as le slip aussi. sport, C'est vrai que ça dépend si tu veux prendre un truc de qualité ou pas, mais t'as quand même. Je crois que j'ai payé 150 les deux, je crois, un truc comme ça. Ah Ça ouais. vient d'Angleterre et tout. Si tu veux du posing trunk de qualité, du coup. Ouais. Ouais. Putain. Ok. Et qu'est-ce que tu peux gagner? Qu'est-ce que ça rapporte? Du coup, ça dépend les compétitions. Là, pour le coup, ICN, tu peux passer pro. Du coup, là, si tu veux, dans la même journée, je pouvais passer pro, concourir chez les pros. Mais du coup, tu devais rajouter 250 € pour après concourir chez les pros. Mais si tu rajoutes 250 balles et que tu finis premier, imaginons dans la catégorie pro, hein, tu gagnes 1000 €. Donc ça te rembourse un peu tout, tu vois. C'est 1000 € pour le premier, c'est 500 pour le deuxième, je crois, et c'est 250 ou 300 pour le troisième. Ok. Sur chaque plateau. Donc que ce soit bodybuilding, que ce soit classique, enfin tu vois. C'est quand même cool, tu vois. Mais après, par contre, il faut être sur le podium. S'il y a que 3, ça va, t'es sûr d'être sur le podium. Si par contre t'en as moins, c'est compliqué. Ok. Ouais, et puis à ça, il faut rajouter le prix aussi tous les jours, de la bouffe, ce genre de trucs quoi, aussi. De toute façon, c'est un sport qui, en plus de l'investissement que tu dois mettre personnel avec la famille, les amis, etc., te demande énormément d'argent et tout ça, c'est sûr. De En sacrifice. termes de bouffe, etc. Est-ce que tu as vu l'impact du coup après tes compétitions sur tes réseaux ou pas, sur tes demandes de coaching ou pas? Sur les réseaux, en termes de personnes qui se sont abonnées, oui, quand même, tu vois, c'est monté. Les partages, etc., il y a eu un plus. Après, c'est un peu normal, tu vois, si tu veux, c'est un peu une aventure. Tu vois, donc, tu as envie de suivre la personne dans cette aventure. Qu'est-ce que ça va être quand il y aura plus cette aventure? Bon, après, peu importe. Mais le truc, c'est oui, ça a augmenté. En termes de coaching, c'est surtout le fait que, du coup, tu prends de l'expérience en compétition, donc pour amener des athlètes et tout, ça te fait ton expérience personnelle et tu sais aussi les erreurs qu'ils ne devront pas commettre. Donc, ça te fait aussi un poids supplémentaire à expliquer que, ok, tu veux préparer la compétition, je n'ai pas peur pour ça, je peux t'y amener, tu vois. Donc, effectivement, bien sûr, ça aide également. Maintenant, c'est pas non plus, je sais pas moi, plus 1000 ou plus, tu vois, c'est quelque chose de cohérent et c'est pas pour autant que je me dis. Tu vois, il y a quand même, je préfère toujours avoir quelque chose que j'appelle de qualité. Je préfère bosser avec peu de monde, mais des personnes de qualité, puis de me dire, ok, cool, là j'ai fait un super truc, j'ai potentiellement 200 personnes qui peuvent bosser avec moi, j'ai aucun intérêt avec ça. Donc en vrai, c'est bien, personnellement, de se dire, ok, voilà, Instagram monte, c'est toujours mieux, bien sûr, pour les sponsors, les invitations, ce genre de choses. Mais mon objectif premier, ça reste quand même tant mieux, plus il y a de personnes qui me suivent, plus je pourrais aider de monde. Mais ouais, ça a aidé, mais... Ouais, mais je vois, ta série, elle a bien marché sur tes vidéos YouTube. T'as fait pas mal de vues sur ta série de prépa, tes vlogs de prépa et tout, ça a plutôt bien marché. Donc, c'est cool. C'est vrai qu'il y avait plus trop ce type de contenu purement bodybuilding, compétiteur sur YouTube.
Je pense que tu as ramené ça un petit peu. Maintenant, voilà, c'est des mecs qui font de la muscu, qui font des feats, tu vois. Enfin, je prends les plus grosses têtes du bodybuilding, enfin du fitness français, tu vois. Et je trouve que tu as ramené ce côté un petit peu. Ouais, sportif pour le coup, sport, pas juste muscu, entertainment, tu vois, divertissement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un truc qui m'intéresse pas. Et même si je devais ramener de l'entertainment du style les meilleurs exercices pour les pecs, tu vois, c'est quelque chose que je ferais sans doute. Et encore, ça, c'est éducatif. Pour moi, c'est même pas. Ça dépend comment tu l'amènes. Parce que tu peux très bien mettre de l'entertainment. Donc, oui, les meilleurs exercices pour les pecs, c'est le développé couché aux haltères et tu cherches pas plus loin, tu vois. Moi, c'est pas du tout le meilleur exercice possible, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire par l'entertainment, tu vois. Mais. Ouais, en fait, j'ai lancé, comme dit, pour faire le parallèle, j'ai lancé ma série de la même façon que j'ai lancé mon Instagram. Voilà ma vie, voilà quand ça va, voilà quand ça va pas. Voilà mes voyages, voilà mes entraînements. Ça a pris, tant mieux, ça... Ouais, donc en fait, ouais, mon but c'est un petit peu, de nouveau, un peu à l'anglaise, tu vois, ils font ça quasiment tout le temps. Ils arrêtent quand il n'y a pas de prépa parce que des fois c'est un peu moins intéressant et du coup ça vient vite du vlogging et vite de l'entertainment, mais du coup ça fait aussi plus de vues. Mais par contre, quand il y a les prépas, c'est voilà comment s'est passé mon prépa, je te motive à en faire, je t'explique ce qui va pas. Ouais, mon but c'est ma vie et c'est tout simplement ça, quoi. Claire. Donc du coup pour ces prépas, tu étais accompagné par Lucas, donc ton coach Lucas Gouif, qu'on salue s'il passe par là et puis de toute façon qui était sur la chaîne aussi. Comment ça s'est passé du coup le coaching avec Lucas? Alors Lucas, avant ça déjà ça faisait du coup puisque ça s'est arrêté il y a 2 jours au moment où on tourne le podcast. 3 ans qu'on avait bossé ensemble, 2020 à 2023. Donc il y a eu la phase de prise de masse, il y a eu la phase de sèche, la première sèche du coup, test, et toute la phase de suivi. Pour moi ça s'est bien passé, tu vois. On a amené à une première version, qu'on a fait mieux à la deuxième, on a fait carrément mieux à la troisième, tu vois. Et pour moi c'était juste de l'expérience que lui-même a pris. Sachant que, voilà, c'est un truc, je le remercie aussi parce que sur la fin, il suivait plus que moi vraiment en coaching, tu vois, donc c'est quand même... Et je pense que beaucoup de gens vont être surpris de se dire « Attends, Lucas, il fait du coaching Je savais pas. » Du coup, on faisait... Ouais, c'est ça, il faisait du coaching, il a arrêté, il suivait plus que moi en tant que ami, on va pas se mentir, tu vois, ami et coach. Donc du coup, c'était une supervision de loin. L'avantage que j'avais aussi, c'est de se dire, ok, tout n'était pas vraiment à tout prix drivé par lui, tu vois. J'avais aussi ma façon de comprendre et c'est ça aussi qui m'a un peu plu, tu vois. Ça a été de l'expérience pour lui, ça a été de l'expérience pour moi, ça s'est pour moi bien passé, tu vois. Comme dit, on a amené la meilleure version premier pour le championnat d'Europe et tout, c'est quand même pas... Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, pour une troisième ça va. Ok, donc du coup maintenant qui t'accompagne sur tes prochaines prépas? Bon, à un moment où ça sort, ça sera déjà... Du coup, on reparle de nouveau de l'anglais parce que ça c'est une personne anglaise, donc du coup c'est AJ Morris. Ah, donc j'ai une chance énorme selon moi d'avoir été accepté par lui parce que du coup c'est sur demande, on va dire, tu vois. Validation. Lucas il a dû aider un petit peu vu que c'est son gars, non? Alors Lucas c'est un... Ils s'entraînaient ensemble à un moment, non? Ils s'entraînaient ensemble, Lucas c'est un bon pote, c'est un bon pote à lui. J'ai glissé le mot au moment où, je vais pas mentir, au moment où j'ai fait la demande. Mais c'est pas pour me vanter ou pour être sincère, je pense que... il n'aurait pas accepté n'importe qui. Je pense qu'il m'aurait pas accepté si jamais il estimait que c'était pas forcément bien. Bah après, après je lui ai parlé aussi de mes objectifs et tout, il s'est dit ok, c'est du bodybuilding, c'est pas juste du lifestyle. Alors est-ce que Lucas a aidé? Tant mieux, c'est le cas. Mais ouais, du coup AJ Morris, donc la team de AJ Morris pour la saison B à venir. Mon but en fait c'était d'avoir un prep coach, donc quelqu'un qui est vraiment dans la prépa, qui sait ce que les juges veulent voir, qui sait ce que les fédérations recherchent, pour me dire je vais apprendre, mais cette fois-ci c'est vraiment me laisser un petit peu guider, tu vois. Enfin, apprendre mais me laisser guider parce que mon objectif c'est quand même de pouvoir évoluer mon coaching en termes de qualité, ça prend beaucoup de temps de se dire ok, le matin je me pèse, je me regarde Lucas, qu'est-ce que t'en penses, je pense que ce serait bien de faire ça, tu vois. Alors que là par exemple ça peut être ok, voilà pendant les 2 semaines à suivre ce qu'on va faire, tu vois. Lève-toi le matin, fais-moi tes trucs, pose pas de questions, tu vois. Et si jamais j'ai une question, je lui demande, mais le truc c'est de me dire ok, je peux me focus à 300% sur mon coaching, faire évoluer tout ça, il y a de belles choses qui arrivent, donc voilà, surtout ça. Pour revenir sur le côté de ce que veulent les juges et tout, c'est vrai que le bodybuilding c'est un sport très subjectif, surtout comparé à la FA où c'est celui qui a le plus de poids qui gagne, tu vois. Est-ce que c'est clair ce que veulent les juges? Ou est-ce que c'est un peu, tu navigues un peu au flou parce qu'il y a souvent des gens qui se plaignent de se dire on sait pas trop, enfin souvent, moi c'est ce que je vois sur les réseaux ou quoi. Alors souvent pour moi les gens qui se plaignent c'est des gens qui n'ont peut-être pas forcément le meilleur niveau possible et il y a moyen de faire mieux et moi en tant que coach du coup et
dans le bodybuilding et dans la compétition, etc., je peux le voir. Après, c'est sûr et certain qu'il y a des moments où, potentiellement, il y a un ou deux juges qui n'aiment pas ta tête parce que je sais pas, ils t'ont vu passer sur les réseaux et tout. Ça reste quand même, c'est un peu comme un journaliste, tu vois, il n'a pas le droit de donner son avis, mais il y a des moments où tu te dis, il a un petit peu donné son avis quand même, là, tu vois. Là, c'est un peu la même chose là, tu vois, ça reste un être humain. Ouais, ne pas être biaisé, ouais, exactement. Normalement, ouais, c'est défini. Quand tu vas sur le site, tu sais vraiment si c'est par exemple la sèche en premier, la ligne en deuxième, la masse en troisième ou l'inverse. Ça, c'est défini. Après, rien n'empêche que le mec il s'est dit, ah ouais, là, le coup de cœur sur lui, tu vois. Ouais, certes, il est pas massif, par contre, regarde comme il est sec, tu vois, il a 52 ans, il est super sec, c'est ce qui s'est passé du coup à ICN que j'ai fait. Une personne du coup qui avait, Stéphane du coup, si regarde ici le podcast, 53 ans, si je dis pas de bêtises, super sec. Quand je dis super sec, c'est genre plus sec que tout le plateau, alors qu'il y avait des mecs de 22, même plus sec que moi, tu vois. Putain. Respect pour ça, tu vois. Donc là, effectivement, t'es peut-être pas le plus massif, pas du tout, mais par contre, ouais, respect pour ça. Donc tu peux le faire passer devant. Mais après, t'es pas seul. Généralement, il y a 5-6 juges. Faut quand même un avis assez tranché. Donc, effectivement, normalement, c'est défini. Après, dans la réalité... C'est comme des règles, quoi, dans une entreprise, tu vois. Mais lui, il est un peu plus, tu vois. Ok. Et toi, comment tu le vis, toi? C'est un truc où peu importe, tu te plies à la décision des juges et tu essaies de revenir, ou ça peut être un peu frustrant parfois? Moi, je pars du principe que non, effectivement, je me plie à la décision des juges. Le seul moment où vraiment je m'en voudrais, par exemple, c'est de me dire, ok, là, je suis pas passé parce que j'ai merdé, tu vois, personnellement. Après, c'est la décision des juges, la décision des juges, tu vois. Je sais que si jamais je veux que ce soit jugé différemment, je deviendrai juge. Ça arrivera peut-être une fois, tu vois. Ah ouais, tu veux devenir juge. C'est un truc qui peut me plaire. Ouais. Comment on fait pour devenir juge de bodybuilding? Ça dépend les fédés, mais généralement, il faut quand même avoir un pied dedans, tu vois. Je pense avoir fait quand même quelques compétitions, se rapprocher un peu de la fédération, et je pense que c'est un peu comme, peut-être pas comme l'auto-école, j'allais dire, mais tu vois, tu passes quand même un petit tu peux pas, c'est pas parce que tu sais rouler que tu deviens moniteur d'auto-école, tu vois. T'as quand même un petit stage à faire, voir si t'es capable de repérer un peu ce que c'est. Je pense qu'il y a quand même... Alors, je me suis pas forcément beaucoup renseigné, mais généralement, c'est quand même ça, tu vois. Comment ça s'est passé la compète? Parce que t'as fait une compète avec la FF Force de culturisme, non? C'est ça, la première, ouais. Comment ça s'est passé? Parce que nous, on connaît la FF Force Powerlifting. Là, maintenant, ils font du culturisme. Comment toi, tu l'as vécu, cette compète? Quand moi, j'ai commencé les compétitions, mon but, c'était de me dire, OK, il y a pas mal de fédérations en France. Je vais essayer d'en faire un maximum, tu vois. Parce que moi, je veux faire vivre ce truc-là en France, tu vois. On m'avait dit, ouais, il y a des fédérations qui sont mieux que d'autres, il y a des fédérations ça sera pas top, etc. J'ai testé et franchement, il y a une super ambiance entre les athlètes. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même une super ambiance. Ça a été super bien organisé. On venait de chercher. Il y avait un respect pour l'athlète, tu vois. On attendait que vraiment il soit là. Genre, c'est pas genre, tant pis, on l'a appelé, il est pas là, tant pis pour lui, tu vois. Ok, bon, on attend un peu, on va vite le chercher. Les lieux étaient pas mauvais. Il y avait quand même du monde dans la salle. C'est dans un bel endroit. Non, pour moi, ça s'est bien passé, tu vois. Ça a été pour dire que c'est quelque chose qui est fait par l'État, financé par l'État, enfin tu vois, c'est quelque chose qui c'est pas un individuel, tu vois, c'était vraiment bien. Non mais c'était bien, enfin je trouve que, en tout cas sur ce qu'on a vu sur les réseaux, ça avait sympa, il y avait pour une fois, il y avait l'air d'avoir une couverture un petit peu médiatique et tout, on a vu quelques photos, des vidéos qui sont sorties le jour J et tout, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les sports autres que le powerlifting. Nous on a la chance d'avoir un autre Florian qui fait un taf de ouf, charbonneur pour couvrir la FA, toutes les compétitions que ce soit nationales ou internationales. Donc ça faisait plaisir aussi de voir du contenu un petit peu bodybuilding qu'on voit pas souvent passer sur la FF Force, donc ça c'était cool à suivre. Du coup c'est quoi les prochains objectifs, les prochaines compétitions? Alors les prochains objectifs c'est totalement une autre fédération. Il y a eu la question de la WNBF du coup, parce que si tu veux... C'est un peu la fédération reine, non? Ouais, c'est international. International, ouais. Si tu veux, le show monde, c'est un des meilleurs shows du monde, selon AJ Maurice, du coup, mon coach. Donc, il y a eu la WNBF qui s'est posée, ou alors, comme je t'ai dit, INBA, PNBA, qui est pour moi genre, en termes de show un peu au-dessus de la WNBF, mais par contre, à monde, WNBF est un peu au-dessus. En termes d'athlètes, en termes de ce que c'est, de couverture mondiale. C'est moins connu, INBA, c'est très simple. En Europe, c'est partout, la WNBF, en France, on en a partout. Ouais. Alors qu'INBA, PNBA, c'est qu'en Italie, pour l'Europe. Hein. Italie, Allemagne et la Hollande, je crois. Ok. Donc c'est un peu plus cool. Mais par contre, du coup, c'est le Natural Olympia, c'est ce que je te disais. T'as une voiture à gagner, je crois, t'as $100 000, un truc comme ça. Léon. Ouais. Donc du coup, ça sera ça, les prochaines compétitions. Donc en septembre, le 8 et 9, il y a INBA PNBA, c'est la NBFI, c'est encore autre chose, c'est l'Italie du coup, donc le but c'est d'aller en Italie. Pour se qualifier pour, je crois 2 semaines après, un autre NFBI,
qui lui qualifie pour l'Europe, qui est en Allemagne. Ok. Donc il y a vraiment beaucoup de fédérations, beaucoup plus de fédés, et t'es pas vraiment loyal à une fédération en particulier, quoi. Comme nous, on peut avoir l'IPF et c'est tout, quoi. Oui, c'est ça. Non, effectivement. Non, après, le truc, c'est y a pas d'obligation, tu vois. Après, la fédération, bah, j'ai payé ma licence, etc. Donc, je fais quand même vivre la fédération. Ça veut pas dire que j'y retournerai pas. Mais on va dire les critères que j'estime être le bodybuilding, donc vraiment la sèche, pas que la masse, pas être que énorme, vraiment amener un niveau de sèche vraiment extrême, quelque chose de. On se dit, ok, ouais, lui, il en a chié. C'est plus dans ces deux fédérations-là que je t'ai dit, tu vois. Ok. Il y a des différences de jugement entre les fédérations et tout? Souvent, ouais, différences de jugement, il y a des différences de physique qu'il faut amener pour gagner, ouais. Ok. Genre quoi, est-ce qu'il y en a une qui privilégie plus la masse et l'autre la sèche ou... De ce que j'ai remarqué, après même de ce qui a marqué un peu, par exemple, tu vois, type la WNBB, donc du coup, c'est la grosse fédération attachée à la FF culturiste, c'est un peu plus la masse. Ok. ICN, on commence à avoir de la sèche, mais c'est quand même un peu plus la masse qui est demandée. Et après, du coup, PNBA, WNBF, là, on cherche généralement à l'international, parce qu'en France, c'est pas totalement les mêmes critères, c'est encore autre chose. Plus, tu vois, genre le fessier vachement strié, la découpe au niveau du fessier. Ça, c'est le plus dur, hein. Ceux qui savent pas aussi au bodybuilding, le fessier strié, là, c'est... Et les ischios aussi bien striés, tu vois, vraiment les corps et tout, c'est vraiment ce qu'on recherche, tu vois, bas du dos bien dégagé. La sèche extrême, quoi. Ouais, assez, ouais. Est-ce que c'est difficile de tenir ce niveau de... cette condition physique pendant si longtemps? Parce que ta première commencé, c'était quoi, juin, juillet? Réellement la sèche, j'ai commencé mars l'année dernière. Parce que du coup, il y a eu une première pré-prep jusqu'à novembre. Novembre, on est un petit peu remonté. Et ensuite, on a recommencé en fin janvier, début février de cette année. Donc là, tu enchaînes les compétitions depuis cet été jusqu'à potentiellement novembre, du coup? La première compétition, je l'ai commencé pas vraiment l'été, j'ai commencé en avril. J'ai fait avril, mai. Avril? Ouais. Ok. Avant, c'était une pré-prep. Avril à novembre, comment tu gères de tenir j'ai même pas les mots parce que je me dis, mais putain, le mec, il doit être à 2000 calories par jour tous les jours et tout. Alors non, pas forcément, t'as des rebonds et tout. Même pas forcément parce qu'effectivement, il y a des moments où tu remontes aussi. Par exemple, là, typiquement, tu vois, alors là, au moment où je suis sur le podcast, j'ai pas encore vraiment la suite calories que je serais. Mais là, typiquement, tu vois, actuellement, là, je suis en 3005 et 3008, c'est déjà un peu plus haut. Mais par contre, ça reste toujours un maintien, tu vois. Il y a pas mon poids, il va pas d'un coup exploser à 85 ou 90. Donc, c'est juste quelque chose qui me permet de me sentir bien. Et il y a des jours qui sont difficiles. Dès que tu recommences à manger, tu sens que tu vas mieux, tu vois. Puis quand tu redescends, il y a des jours qui sont un peu difficiles. Donc, c'est plutôt ça. Et alors le mental, lui, non, parce qu'au final, c'est moi qui l'ai prévu. J'avais prévu de faire toute cette année, tu vois. Mais je savais pas à quoi ça allait ressembler. Bah oui. Et il y a toujours des moments où tu es là devant ton truc, tu es là, tu manges le plus doucement possible, et pourtant tu es déjà quasiment à la fin, tu vois, et tu te dis putain, pourquoi je fais ça, tu vois. Et en fait, il reste encore 2 mois, tu vois. Je vois tellement dans le powerlifting, c'est la même chose. C'est ça. Mais nous, c'est genre un mois qui est vraiment dur, quoi. 2 mois, tu vois. Toi, c'est une année complète. C'est ça. Après, non, je jugerais pas ça sur une année, tu vois, je pense que. Ouais. Après, c'est dur, mais après, tu vas au lit et puis tu penses plus, tu te lèves le matin, tu vois que ton physique il a encore bougé, tu vois le physique tu te dis ah ouais, putain. Ouais, mais au bout d'un moment, ça suffit de te regarder dans la glace pour te dire ok, ça vaut le coup. Sincèrement, je pense que c'est la même façon que je me pose plus la question pourquoi je vais m'entraîner, tu vois. Je sais qu'il y a une date butoir, je sais que je vais pas continuer ça toute ma vie, je sais que je vais pas recommencer l'année prochaine. Ouais, mais il y a s'entraîner en off-saison et s'entraîner quand t'es à 2000 calories et que t'es au bout de ta vie. Là, ouais, j'avoue, là, c'est là que tu détestes. Là, c'est détestable. Moi, j'aime bien m'entraîner, je me pose pas la question de pas m'entraîner. Par contre, quand je suis à 3 semaines d'une compétition et que, ok, je PR à 240 au squat, mais je me regarde, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'avoir mal aux genoux, de pas pouvoir me lever, etc. Et de détester le training, c'est ce dont j'en parlais dans ma dernière vidéo de compétition. Je veux dire, à chaque prépa, et surtout celle-là, c'était la pire. Avant la compétition, je me dis, mais je déteste le powerlifting, tu vois. Et après, la compétition se passe super bien et ça va mieux, tu vois. Mais je commence à me poser la question de me dire, est-ce que ça vaut le coup d'arriver au point où tu détestes ce que tu fais, juste pour PR plus 10, PR plus 20, sur des mouvements, tu vois. La dernière compétition que tu as faite, tu t'estimes qu'elle était vraiment bien? C'était la meilleure compétition que j'ai jamais faite de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, la prépa, c'était la pire que j'ai jamais faite de ma vie. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de reconnaissance sans sacrifice, tu vois. La pire en termes de santé mentale, pas en termes de performance. En termes de performance, c'était la meilleure et tout, mais en termes de comment je me sentais pour aller à la salle, c'était la pire. Pour moi, c'est ça, tu vois, c'est hardcore, mais par contre, t'as le résultat derrière. Genre là, celle-là, ça a été une des pires. Genre, on parle
On parle de 3-4 jours à 18 000 pas par jour, plus 30 minutes de cardio, tu vois, donc tu as une moyenne à Je me rappelle, t'avais mis une 22 story. 000 pas. Il pleuvait, t'as mis une story dans ton parking. Ouais. Je fais mes pas Ça dans le aussi. parking et tout. Ça aussi, plus de 1000 calories, donc t'imagines que tu n'as rien dans l'assiette, tu Ouais. passes ton temps à marcher, t'as pas d'énergie. Ouais. Mais par contre, derrière, tu vois, champion d'Europe, tu vois. Et celle que j'ai faite avant, ça a été moins difficile parce qu'il a fallu remonter le poids, donc je me retrouvais à genre 2 jours avant la compétition à manger quasiment 5000 calories, tu vois, enfin, un truc de ouf, parce que ça a été l'inverse complet. Par contre, ça a été difficile en termes de mental, parce que quand tu vois que tu es à une semaine de la compétition et que tu es encore à très loin du poids et que tu as déjà vachement remonté les calories, tu te dis, wow, attends, au bout d'un moment, je suis à 500 grammes de riz cru, tu vois. Le soir, avant d'aller au lit, tu te dis, ok, là, c'est plus ou moins ça. Mais par pourquoi il contre, fallait que tu remontes autant de poids? parce que la catégorie où je devais aller, elle était plus intéressante pour moi et pour maximiser mon potentiel, on va dire, tu vois. Ah, ok. Donc ça a été complètement l'inverse. Bien. Ouais, Donc le mec a fait une compétition de bodybuilding en prise de masse, quoi. exactement. Ouais, ça. Ouais, j'ai envoyé, je crois qu'il y a eu des montées de, 2000 calories en l'espace de 3-4 jours, tu vois, genre, Putain. tous les jours on rajoutait 500. Alors c'est bon, t'as la marge, tu vois, j'avais la marge, j'avais faim, donc. Ouais, ok. Pour finir, est-ce que tu as des petites astuces de prise de masse ou de sèche, autres que les trucs classiques qu'on n'entend pas forcément? Peut-être avec ton expérience de bodybuilding, justement, tu me dis que tu arrives à manger 500 grammes de riz cru par jour. Des astuces qu'on n'entend pas forcément pour les mecs qui se disent j'ai du mal à prendre, ou les mecs qui se disent je comprends pas, je suis en déficit calorique, je perds pas, je suis au max. Des astuces, déjà en termes de diète, arrêtez de penser qu'il y a que il y a que le riz, plus le poulet, plus le brocoli. Genre, on a tous le temps de préparer à manger, même s'il faut en avance, tu vois, tu as des tas de trucs. Tu peux très bien aller. Maintenant avec les réseaux, en fait, tu peux défiler. Tu as un truc genre super healthy de type genre une collation avec une collation de tiramisu, mais en vérité, c'est des galettes de riz avec du fromage blanc, c'est un truc tout bête, tu vois. C'est des trucs tout bêtes. Ouais. Genre, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Et juste ça, plutôt que ton vieux shaker avec tes amandes, tu vois, bah tu te fais ça. Tu te prépares en avance, tu fais ça, tu peux manger ça. Tu peux, si de temps en temps tu mets un peu de sauce dans tes plats, que ce soit même la sauce tomate, il y a des gens vraiment c'est genre que du riz. Et alors ça c'est facile quand t'as que, allez on va dire, pour les gens 3000 calories c'est beaucoup, mais on va dire avec 3000 calories c'est facile d'enquiller, tu vois. Quand t'as des prises de masse, parce que quand t'es naturel, pour moi t'as besoin de faire du poids. Moi tu vois j'ai passé plus de 6 mois à 4400 calories. Arrivé sur la fin, si t'as pas des petites astuces, des petits trucs, des petites sauces par-ci par-là, ou par exemple des jus d'orange, genre de trucs, c'est difficile de les atteindre, tu vois, surtout quand tu as beaucoup de glucides. Donc arrêtez de sortir un peu de ce truc des années 80 et se dire que manger un Snickers de temps en temps c'est une mauvaise chose, tu vois. Bon, pour moi, il y a rien de mauvais, c'est la dose qui fait le poison, tu vois. Si tu as un Snickers tous les jours, bien sûr qu'au bout d'un moment ta digestion elle va être pourrie, tu vois. Mais si tu te poses pas la question de... Ouais, pour moi, tu trouves des tips si jamais tu en as besoin. Je sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question en prise de masse. Pour moi, c'est surtout, voilà, tu peux boire les trucs. Alors, je dis pas de mixer ta bouffe, mais boire des jus d'orange, manger des trucs un peu différents que des barres protéinées. Tu peux essayer, par exemple, de temps en temps des Snickers, des trucs comme ça, tout en restant dans ta diète, hein, tu vois, sans forcément exploser les trucs. Pour moi, tu arrives à tenir une diète à partir du moment où elle te plaît. Tu vois. Si elle te plaît pas, parce que tu passes... tu peux kiffer dans l'entraînement, mais si tu n'aimes pas ta diète, alors tu passes 70% de ton temps pour tes progrès ou à manger. Compliqué. Ok. Et pour la sèche mentale. Peut-être être créatif au niveau des repas, trouver des petites recettes un peu ça. créatives. Clairement. Ok. Tu trouves des tas de trucs maintenant sur les réseaux. Et pour la sèche, c'est mental. Aller au mental, privilégier le volume, tu vois. À sortir de nouveau une nouvelle fois du fameux riz et truc, et essayer par exemple des pommes de terre, des patates douces, pour en avoir plus en termes de calories. Air fryer, les gars. Voilà, ça c'est ça. Ça m'a changé la vie, ça. Et encore, air fryer, je peux pas mettre beaucoup dedans, je trouve. C'est vite limité en termes de... Moi, il y a des moments où j'étais à 1,5 kg de pommes de terre, tu vois. Mais ça te fait du volume. Tu peux acheter des trucs pour faire des étages. Ah, ok. Ça, c'est l'astuce. Ça prend de la place, mais effectivement. Tu vois, astuce. C'est astuce. Chacun son astuce. Acheter des ustensiles d'ailleurs. Chacun son astuce. Mais ouais, privilégier si jamais le volume et au bout d'un moment se dire que si vraiment tu es dans une sèche de compétition, parce que pour moi, si dans une sèche classique, t'as pas besoin d'aller aussi loin. Sèche de compétition, au bout d'un moment, c'est se dire accepter la faim. Les gars, au bout d'un moment, il faut accepter la faim, tu vois. Tu peux pas être avec ton saladier tout le temps. Parce que moi, j'ai essayé, au bout d'un moment, bah ouais, trop de volume, au bout d'un moment, c'est débile, tu vois. Même digestion et tout ça. Digestion et tout, tu vois, au bout d'un moment, accepte la faim. C'est comme ça, c'est toi, personne ne te l'a imposé, tu vois. Si on te l'a imposé, c'est que c'est pas normal. Pour toi, certes, ton coach te l'a peut-être proposé, t'as validé, mais par contre, ouais. Bah, merci beaucoup, Flo. Où est-ce que Merci. les gens ils peuvent te retrouver sur les réseaux? Du coup, Instagram, je pense que tu mettras tous les liens, mais si jamais ceux qui écoutent et qui n'ont pas le temps d'aller voir, du coup, c'est juste FLO, WPTR, FloPTR. YouTube, c'est la même chose, Florian PTR, tu peux me retrouver. Voilà, si jamais tu voulais en apprendre plus, pour ceux qui écoutent, du coup, ceux qui ne voient pas.
quoi je ressemble, comment je suis sous l'oversize, tu vois, on va dire. Il est large, non, je l'ai vu arriver, mais avec l'oversize, il y a les épaules quand même. Les épaules sont là quand même. Manque un peu de poids quand même. Ouais, on a 20 kilos d'écart, il est aussi large que moi. Mais bon. On remercie l'hôtel Tandem de nous avoir accueillis pour cet épisode. On remercie aussi Smells Like PR et My Protein, nos sponsors. Si vous passez à Strasbourg, venez leur faire un petit coucou. Ils ont pas mal de vélos et tout. Nous aussi, on aime bien. C'est pour ça que ça fait plaisir. Ils promulguent Ils font la promotion. Ils font la promotion du tourisme à vélo et tout. Et Strasbourg, c'est une belle ville qu'on va essayer d'aller visiter dans notre petit. Et là, on va aller manger. Donc, tu vas me montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Carrément, avec plaisir. Et moi, je vous retrouve à bientôt pour un prochain épisode ou un prochain podcast. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Ciao.